Honorables collègues, je suis heureux d'appuyer cette discussion et je remercie la sénatrice Omidvar de l'avoir soulevée. Cette question couvrira une variété de sujets touchant l'immigration. Nous savons tous l'importance de l'immigration pour le Canada, pour notre prospérité actuelle et pour l'avenir. De nombreuses personnes sont contre l'immigration, mais cette opposition est plutôt basée sur la xénophobie et le nativisme. Ça ne signifie pas que la politique d'immigration du Canada n'a pas de faute. Il y a des aspects qui peuvent être améliorés, comme les critères de sélection. Et c'est pourquoi j'appuie non seulement cette enquête, mais aussi toute mesure de suivi qui pourrait permettre au Sénat de jouer un rôle de catalyseur dans le futur des politiques d'immigration. J'utilise le terme migration plutôt que celui d'immigration parce que je crois que le Canada est entré dans une nouvelle ère du mouvement mondial des personnes et que les futures politiques sur le mouvement des gens doivent tenir compte à la fois des flux entrants et des flux sortants. C'est un cliché de dire qu'à part les Autochtones, le Canada est un pays d'immigrants. Les vagues d'immigration de plus de 150 ans ont augmenté la population du Canada, qui est passée d'à peine 3,4 millions de personnes en 1967 à environ 38 millions aujourd'hui. Depuis la Confédération, nous avons accueilli environ 17 millions d'immigrants, de sorte que le cliché est tout à fait exact. C'est en fait la croyance de Sir Wilfrid Laurier en l'immensité du Canada, ses ressources illimitées et son magnétisme irrésistible pour les gens du monde entier, à la recherche d'une vie meilleure qui l'ont amené à prédire que le 20e siècle appartiendrait au Canada. Eh bien, je ne suis pas sûre que nous avons possédé le dernier siècle, mais nous avons connu un bon siècle en tant que pays. Je crois qu'une grande partie de cette réussite est due à notre ouverture à l'immigration. Lors d'un récent webinaire organisé par la sénatrice Omidvar, nous avons appris du statisticien en chef Anil Arora que l'immigration représentera 100% de la croissance de la population canadienne d'ici 10 ans. Si nous voulons vivre encore 100 bonnes années, nous devrons développer et améliorer non seulement la manière dont nous attirons les talents à notre pays, mais aussi la façon dont nous formons des citoyens ouverts sur le monde et établissons des liens avec les Canadiens à l'étranger. On estime à 2,8 millions le nombre de Canadiens vivant à l'étranger. C'est plus que la population de certaines provinces. Et c'est pourquoi, en 2009, la Fondation Asie-Pacifique du Canada a qualifié les Canadiens expatriés de provinces secrètes. The pioneering work on Canadian expatriates was led by Professor Don. Les travaux pionniers sur les expatriés canadiens ont été menés par le professeur Don Voritz, qui est malheureusement décédé dimanche dernier. Estimates for Canadians abroad, as well as Avec Kenny Chiang, il a produit les estimations mondiales des Canadiens à l'étranger ainsi que des estimations pour des juridictions telles que les États-Unis et Hong Kong. L'idée maîtrise du travail de la Fondation Asie-Pacifique du Canada est que les Canadiens à l'étranger ne sont pas un passif éventuel sur notre bilan national, mais qu'ils constituent en fait un atout caché. La mesure dans laquelle cet atout peut être dévoilé dépend de la façon dont les Canadiens accueillent leurs compatriotes à l'étranger, de la même manière que nous accueillons les nouveaux arrivants ici. Cela dépend également de l'existence de politiques gouvernementales qui visent explicitement à établir des liens avec les Canadiens à l'étranger et les inciter à participer à la société, à l'économie et aux affaires civiques du Canada. Au cours des dernières années, l'intérêt pour les Canadiens à l'étranger a augmenté pour 2 raisons. La première est l'attention que portent les médias aux Canadiens qui occupent des postes importants dans le monde. Pensez à Mark Carney à la Banque d'Angleterre, à Stephen Toope, le vice-chancelier de l'Université de Cambridge, et à Dominique Barton, qui est directeur de McKinsey. John Stackhouse a récemment publié un ouvrage présentant certains de ces Canadiens occupant des postes de haut niveau dans le monde. Je ne compterai pas beaucoup sur la reconnaissance du nom de quelques superstars pour mettre en place une politique durable en faveur des Canadiens qui vivent à l'étranger. Il s'agit plutôt d'une approche vouée à l'échec, car elle repose trop sur la perception de la réussite d'un individu
et donne également l'impression que le Canada peut tirer profit de contacts sporadiques avec quelques grands noms, plutôt que d'une politique à grande échelle qui exploite le bassin beaucoup plus important d'expatriés canadiens qui sont talentueux. La deuxième raison est que nous avons adopté un projet de loi en 2018 et qui a donné aux Canadiens vivant à l'étranger le droit de voter, peu importe la durée de leur séjour à l'étranger. Ceux d'entre vous qui étiez ici à l'époque, vous vous souviendrez du débat sur ce projet de loi qui a été présenté pour révoquer une politique antérieure qui limitait le droit de vote aux Canadiens qui vivaient à l'étranger depuis plus de 5 ans. L'adoption du projet de loi a eu lieu à la suite d'une contestation judiciaire par les expatriés qui avaient perdu le droit de vote et ils ont obtenu gain de cause par des jugements en leur faveur jusqu'à la Cour supérieure de l'Ontario, avant même la présentation du texte de loi. Travaillant sur ces questions pendant de nombreuses années, je m'interroge depuis longtemps sur notre antipathie envers les Canadiens qui vivent à l'étranger. Elle est plus profonde dans le cas des immigrants canadiens qui, après avoir atterri dans le pays, choisissent ensuite de retourner dans leur pays natal ou dans un pays tiers pour poursuivre leurs intérêts personnels ou professionnels. Nous l'avons vu lors de l'évacuation des Canadiens du Liban pendant le conflit de 2006, où il y a eu beaucoup d'agitation autour de ce qu'on a appelé des citoyens de complaisance. Nous l'avons également vu au cours des années 2000 dans les discussions sur les centaines de milliers de Canadiens d'origine ou originaires de Hong Kong, qui, après avoir obtenu la citoyenneté canadienne ou le droit d'établissement, sont retournés sur le territoire pour des raisons familiales ou professionnelles. Vous vous souviendrez peut-être de l'expression odieuse utilisée à l'époque, les décrivant comme des étrangers avec un passeport canadien, ou du titre tout aussi répugnant de l'article de Maclean's de 2006 intitulé « Hôtel Canada ». Il existe bien sûr des questions légitimes concernant les exigences de résidence et les obligations fiscales des immigrants qui sont de retour, ainsi que la nature et l'étendue des services consulaires fournis aux Canadiens qui vivent à l'étranger. Mais la teneur générale des discussions politiques sur les expatriés canadiens, en particulier en dehors des États-Unis et de l'Europe, est que cette sous-population de citoyens est une responsabilité pour le pays et que l'objectif de la politique est de minimiser le risque de cette responsabilité. En fait, le gouvernement du Canada, qui est responsable pour les Canadiens à l'étranger, définit de façon explicite son rôle en termes d'affaires consulaires plutôt qu'en termes d'exploitation des avantages potentiels des Canadiens qui sont à l'étranger. À une époque, les gouvernements, conservateurs comme libéraux, avaient des secrétaires parlementaires responsables des Canadiens à l'étranger. Mais ceux-ci considéraient que leur boulot consistait à s'occuper des Canadiens qui avaient des problèmes à l'étranger. Près de 9% de notre population vit à l'extérieur du pays. Et ça nous indique qu'il existe une diaspora de Canadiens, au sens large d'une communauté qui est établie outre-mer et qui a des liens avec sa patrie. Pensez à l'expression diaspora irlandaise ou italienne ou indienne, et vous comprendrez ce que j'entends par là. Par contre, lorsque les politiciens et les commentateurs des médias parlent de la diaspora canadienne ou de la politique de la diaspora, il ne faut pas référence à nos citoyens qui sont à l'étranger. Ils parlent plutôt des immigrants au Canada, surtout des minorités visibles comme moi, et on nous définit en fonction de nos liens avec un autre pays ou avec un groupe ethnique non occidental. Qu'est-ce que ça révèle sur notre psyché nationale que le terme diaspora soit utilisé pour désigner les minorités canadiennes vivant au Canada, plutôt que les citoyens canadiens qui vivent à l'étranger? Je pense que la raison plus profonde de l'antipathie des politiques envers les Canadiens à l'étranger provient de la façon dont les Canadiens se perçoivent eux-mêmes par rapport au monde. Pour faire écho à M. Laurier, beaucoup d'entre nous ont le sentiment d'avoir gagné à la loterie en naissant ici au Canada ou en ayant été sélectionnés comme immigrants. Je suis d'accord avec ce point de vue, mais il s'accompagne souvent de l'idée ayant gagné la loterie, pourquoi est-ce que quelqu'un choisirait d'y renoncer pour s'installer à l'étranger?
Ce sentiment peut frôler l'incrédulité et parfois même l'hostilité. J'ai souvent entendu dire qu'il y avait quelque chose de déloyal, de bizarre, quand il y avait quelqu'un qui s'installait à l'étranger après avoir immigré au Canada, même si c'était pour des raisons professionnelles ou familiales parfaitement raisonnables. Notre psyché nationale est construite sur l'idée que le Canada est un pays d'immigrants, ce qui est une image puissante et positive. Mais elle prend un tour d'esprit de clocher lorsque nous ne pouvons pas apprécier la valeur d'être aussi un pays d'immigrants, d'émigrants plutôt. Nous avons tendance à considérer que l'immigration est un aller simple et le Canada est la dernière étape. Mais sachez-le, nous devons faire tout notre possible pour aider les immigrants à avoir une vie réussie ici au Canada pour qu'ils puissent y rester. Mais pourquoi est-ce qu'on limiterait la définition de la réussite à ce qui se passe dans ce pays? Ne pouvons-nous pas avoir une compréhension plus large de la migration afin d'inclure les citoyens d'outre-mer qui contribuent également à l'économie, à la société et aux affaires civiques de notre pays? Il y a bien sûr un paradoxe qui porte sur les difficultés des immigrants qui ont du mal souvent à trouver un emploi qui correspond à leurs compétences et à leur expérience. Il s'agit d'un problème dont on parle année après année sans vraiment progresser. Faut-il s'étonner que les immigrants qui viennent d'économies dynamiques et qui ne trouvent pas d'emploi ici, au Canada, choisissent de retourner dans leur pays d'origine pour y trouver des débouchés? Et s'ils le font, ne ferions-nous pas mieux de les accueillir comme faisant partie d'un atout global pour le pays, plutôt que de les considérer comme des étrangers avec un passeport canadien? Je ne suis pas insensible au fait que certains Canadiens expatriés se moquent éperdument de contribuer au Canada. Cela va aussi bien pour l'athlète professionnel ou la vedette de cinéma qui a fait ses preuves à Los Angeles, ou bien les magnats des affaires canadiens qui vivent à Londres, à Paris ou à Shanghai. C'est d'ailleurs également vrai pour les résidents canadiens qui ne se soucient pas beaucoup d'autre chose que leurs intérêts personnels. Mais la réalité de l'attachement au Canada est qu'il fonctionne dans les deux sens. Un Canada qui n'est pas intéressé à s'attacher à ses citoyens d'outre-mer ne fera que favoriser un bassin de citoyens qui ne sont pas intéressés à s'attacher au Canada. C'est pourquoi notre approche politique actuelle à l'égard des Canadiens à l'étranger doit évoluer et nous devons arrêter de mettre l'accent sur les services consulaires pour plutôt préconiser une approche axée sur le développement de liens substantiels avec le pays. Un pas très positif dans cette direction a été franchi avec la modification de notre loi électorale qui permet aux Canadiens à l'étranger de voter. Beaucoup d'entre vous qui ont soutenu le projet de loi l'ont fait pour des raisons constitutionnelles, dans la droite lignée du slogan « Un Canadien est un Canadien est un Canadien ». Je suis d'accord avec cette analyse, qui a été appuyée par des décisions judiciaires antérieures au projet de loi. Cependant, je crois que l'avantage le plus important à long terme de ce texte de loi est le signal que nous avons envoyé aux Canadiens qui habitent à l'étranger, à savoir que nous voulons qu'ils restent attachés au pays. Les résultats de l'élection de 2019 étaient encouragés. 34 000 Canadiens à l'étranger ont voté lors de cette élection sur un registre international d'environ 55 000 électeurs. Comparez ça à la situation de 2015, où il y avait 11 000 électeurs étrangers sur 16 000 inscrits, et en 2011, où il y a eu 6 000 électeurs sur un total d'environ 11 000 inscrits. Ces électeurs étrangers sont répartis sur de nombreuses circonscriptions. Il est donc très peu probable qu'ils constituent un bloc d'électeurs important dans une course donnée. Mais le nombre total est non négligeable et il est susceptible d'augmenter dans le temps. Les partis politiques feraient donc bien de prêter attention à cet électorat qui est établi à l'étranger. Et j'étais heureux d'apprendre récemment que le Parti conservateur avait déployé des efforts pour courtiser ses électeurs. Ces efforts sont menés par deux éminents Canadiens, John Baird et Nigel Wright, qui, comme on pouvait s'y attendre, se trouvent d'être d'anciens citoyens expatriés. Mais l'engagement politique n'est qu'une petite partie de l'attachement au Canada, et pas nécessairement la plus importante. L'objectif d'une politique avant-gardiste sur les Canadiens
à l'étranger devrait être de cultiver l'attachement dans tous les domaines de la vie canadienne, y compris les affaires, les arts, les sports et les loisirs, la recherche et l'éducation, la philanthropie, etc. Et au cas où vous penseriez qu'il est difficile de trouver des Canadiens établis à l'étranger qui veulent s'engager dans chacun de ces domaines, je peux vous dire qu'il existe de nombreuses organisations de Canadiens qui s'identifient comme telles partout dans le monde et qui fournissent des plateformes pour ce genre d'activités. Par exemple, Network Canada au Royaume-Uni, C100 dans la Silicon Valley, le Maple Business Club dans plusieurs villes aux États-Unis, Friends of Canada en Allemagne et les chambres de commerce canadiennes dans le monde. Changer notre discours national qui n'est plus exclusivement axé sur l'immigration entrante, mais sur l'immigration sortante, aura des avantages qui vont bien au-delà de notre relation avec nos compatriotes étrangers. L'une des raisons fondamentales pour lesquelles les immigrants ont tant de mal à trouver des emplois correspondant à leurs qualifications et à leur expérience est que les employeurs canadiens et le grand public sous-estiment l'expérience internationale des immigrants. Il s'agit là encore d'un paradoxe. Nous prétendons vouloir attirer les immigrants en raison de leurs compétences et de leur expérience, et pourtant, la première question sur laquelle butent la plupart des nouveaux arrivants lorsqu'ils postulent un emploi est « Quelle est votre expérience canadienne ?» Là encore, le problème réside dans un esprit de clocher lié à l'image positive que nous avons de nous-mêmes en tant que meilleur pays au monde pour les immigrants. Cet esprit de clocher se traduit souvent par l'idée que la seule expérience professionnelle qui compte, c'est l'expérience au Canada. J'estime qu'une compréhension plus équilibrée du Canada, à la fois pays d'accueil des immigrants et pays d'origine des émigrants, aiderait les Canadiens à apprécier l'importance des connaissances mondiales, de l'expérience professionnelle internationale et du savoir-faire interculturel. Elle accordera une plus grande valeur à un système éducatif qui valorise l'expérience internationale comme un atout pour l'avancement professionnel d'une jeune personne, plutôt que comme une perte de temps. Si nous croyons vraiment que le Canada est le meilleur pays au monde, nous devons nous attendre à ce que la plupart des Canadiens qui passent du temps à l'étranger reviennent. Mais si nous ne valorisons pas l'expérience internationale de ceux qui passent du temps à l'étranger, pourquoi voudraient-ils revenir au pays? À l'heure actuelle, les jeunes Canadiens ne sont pas aussi ouverts sur le monde que leurs homologues de nombreux autres pays. L'expérience internationale du Canada, un programme de mobilité des jeunes qui permet aux citoyens canadiens âgés de 18 à 35 ans de travailler et de voyager à l'étranger, en est la preuve. Ce programme fonctionne par le biais d'une série d'accords bilatéraux et réciproques sur les permis de travail. En juillet 2019, le Canada avait des accords avec 31 pays. Bien que le programme soit sorti de quotas de permis de travail réciproques, seuls 19 800 Canadiens y ont pris part en 2017 contre quelques 68 000 ressortissants étrangers. Donc, beaucoup plus de ressortissants étrangers sont venus au Canada que le nombre de Canadiens qui sont partis à l'étranger. Chers collègues, il faut changer la mentalité des Canadiens à l'étranger, mais ça va prendre du temps. Et ça commence par une politique publique délibérée et axée sur la question. Je plaide depuis longtemps en faveur de la création d'un organisme au sein du gouvernement fédéral qui se consacrerait à l'accroissement de l'attachement des Canadiens à l'étranger au Canada et qui aurait le pouvoir de coordonner les activités des différents ministères qui touchent aux questions d'attachement. L'éventail des questions est large, incluant la collecte de données, les conditions de résidence, la fiscalité, la sécurité sociale et la double citoyenneté. Pour les gouvernements provinciaux, il y a des questions supplémentaires concernant les primes d'assurance médicale, l'impôt foncier et le logement. Et puis, il y a toute une question qu'on dirait plus douce pour promouvoir l'attachement, comme le soutien aux activités destinées aux Canadiens à l'étranger, les prix de reconnaissance, la sensibilisation des médias et l'engagement politique. Il faudra du temps pour faire le tri dans toutes ces questions. Et il y aura des choix politiques difficiles à faire en cours de route. Mais d'autres pays ayant une diaspora importante, par exemple la Nouvelle-Zélande, l'Inde, l'Irlande et l'Italie, ces pays ont mis en place des politiques et des programmes pour favoriser l'attachement à leurs citoyens à l'étranger. Et nous devrions faire la même chose.
Tout comme l'évolution de la réflexion sur la signification du Canada, qui a suivi la prise de conscience progressive de l'immensité de ce pays, la reconnaissance des Canadiens à l'étranger représente une nouvelle frontière dans la réflexion sur l'avenir de notre pays. Il s'agit d'un territoire vierge pour la politique canadienne et d'une occasion pour le Sénat du Canada de commencer à tracer la feuille de route. Que ce soit dans le cadre d'une étude plus vaste sur l'immigration qui découlera de cette enquête ou comme projet autonome, j'espère que nous saisirons l'occasion de faire notre marque. Après tout, avec plus de 3 millions de citoyens vivant à l'étranger, nous parlons d'une population plus importante que celle de la Saskatchewan, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de l'île du Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve et Labrador. Chers collègues, il est temps de tirer le rideau sur la province du Canada dans le monde. Merci.